Hillel Veshamay Kibelu Mehem. Hillel et Shammai reçurent d'eux aussi leur enseignement, leur science d'Aftalion, de Shmaya et Aftalion. Hillel Omer. Hillel aimait à dire Eheve mitamidav shel Aharon, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, Umekavan la Torah. Soit des disciples d'Aaron, Ohev Shalom, aimant la paix, Verodev Shalom, poursuivant la paix, pourchassant la paix, Ohev et Abriot, aimant les hommes, littéralement les créatures. Bon, sur Briot, disons les hommes. Ici, on va voir si les juifs on laisse ça au solaire. C'est la question. On met Karvan la Torah. Et, donc, aimant les créatures, les hommes, on met Karvan la Torah et les rapprochant de la Torah. Ça, c'est Aaron. Aaron. Alors, nous verrons des exemples, des illustrations que les Avot de Rabbi Natan en donnent. C'est très drôle. Rashi et Rambam, d'ailleurs, les reprennent. Nous verrons ça la prochaine fois. D'abord, m'intéresser, une fois n'est pas coutume, à la structure. D'abord à la structure de cette Mishnah. On va se mettre en train, on va procéder à l'analyse structurelle de la Mishnah. Alors, vous savez, jusque-là, les Mishnayot avaient suivi un rythme ternaire. La plupart des Mishnayot. Le modèle étant donné par les Anshe Knesset Agdola, le modèle est donné, le rythme est ternaire, et très souvent, c'est très souvent le cas, même dans la Mishnah précédente, vous vous souvenez, sur Shema Tachamim Chovat Galut, en vérité, on peut découper sinon un rythme ternaire. Ici, avec Hillel, le rythme est binaire. Nettement binaire. D'accord? Vous avez, comme dans la Mishnah précédente, l'Aftalion, vous avez l'exhortation. Dans la Mishnah précédente, c'était Chachamim. Chachamim Yizaheru le Divrochem. Ça, c'était l'exhortation. Puis venait ensuite tout le développement. Ici, pareil. Heve mitamidav shel Aaron. Exhortation. Soyez des disciples d'Aaron. Metamidav shel Aaron. Soyez. Mais dès de la provenance. Ou de l'appartenance. Soyez des disciples d'Aaron. Et vous avez ensuite la Mishnah, donc le développement, se découpe en vérité en deux blocs. Premier bloc, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Deuxième bloc, Ohev Gabriot, Umekavan la Torah. D'accord? Deux blocs. Puisqu'il y a deux blocs, il faut examiner les relations externes entre ces deux blocs. Quelle relation a-t-il entre le bloc Shalom et le bloc Briot? Le bloc relatif au Shalom, le bloc relatif au Briot. Quelle relation a-t-il dans cette Mishnah de Hillel? Quelle relation y a-t-il entre ces deux blocs? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il faut analyser les relations, cette fois internes, à chacun des blocs. Puisque chacun des deux blocs, d'accord, n'est pas monolithique,
aucun des deux blocs n'étant monolithique, ils ont au contraire, ils sont complexes, d'accord, ils sont composés de deux, chacun de deux propositions. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, Mekarvan Natan. Donc il faut, au-dessus, dans chaque bloc, il faut examiner les relations internes, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre Ohev Shalom et Rodef Shalom. Et les relations qu'il y a entre Ohev Abriot et Mekarvan Natan. Il faut examiner les relations qu'il y a entre l'amour de la paix, Ohev Shalom, et la poursuite, Redifa, la poursuite de la paix. Examiner la relation qu'il y a entre l'amour des hommes, Ohev Abriot, et leur rapprochement vers la Torah. Pourquoi y a-t-il relation entre l'amour des briotes et leur rapprochement par la Torah? Pourquoi y a-t-il rapprochement de l'amour de la paix et de la Torah? Déjà, ça paraît déjà plus évident. On verra que ça ne l'est pas. Troisièmement, il faut examiner le parallèle qu'il y a entre les structures du bloc 1 et entre la structure du bloc 1 et la structure du bloc 2. Parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des analogies à faire, mais aussi il faut montrer les différences. D'accord? Il y a bien sûr une analogie de structure entre le bloc 1 et le bloc 2. Ohev, Shalom, Ohev et Abriot. Rodef, Shalom, Mekarvan Torah. Mais évidemment, si donc on fait le parallèle entre les deux dernières propositions de chacun des deux blocs, on voit tout de suite qu'elles diffèrent. Tandis que les premières, au contraire, sont... Donc il y a des différences. Lorsqu'on établit le parallèle, lorsqu'on fait la comparaison entre les deux structures, il y a des similitudes et des différences. Pourquoi je commence par l'analyse structurelle de cette Mishnah? C'est parce qu'elle est remarquable par sa structure. J'emploierai une image, c'est pour ainsi dire une Mishnah cubique. Il y a le cubisme en peinture, c'est donc figuratif mais quasi géométrique. Alors on a une Mishnah quasi géométrique, cubique, de blocs, similitude de structure, avec des différences, des nuances. C'est rare qu'on ait dans Pirkei Avot, d'accord, des Mishnayot qui soient si parfaitement, si géométriquement structurés. Il y a deux blocs de même structure, avec un même sujet, donc, Hevim Tanver Sharon, nous le lecteur, nous sommes exhortés à imiter Aaron, Aaron étant le sujet dans les deux blocs. Ohev Shalom, Ohev Shalom, Ohev Tabriot, Mekarvan Natan. Le même sujet dans les deux blocs. Il y a deux prédicats dans chacun des deux blocs, le même. Dans le premier, c'est le Shalom. Dans le deuxième prédicat, c'est les briotes. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que on a d'abord, s'agissant de Ohev, on a le même prédicat, Ohev Shalom, Ohev Tabriot, tandis que dans le deuxième, on a au contraire deux prédicats opposés. Rodef, poursuivre, Rodef Shalom, poursuivre le Shalom. Tandis que dans le deuxième bloc, on a Mekarvan, rapproche. C'est un mouvement inverse.
dans le premier bloc, on parle, on poursuit, dans le deuxième, on éclate. Dans le bloc relatif au pacifisme, il est question d'une poursuite de la paix. Dans le deuxième bloc, relatif au philanthropisme, il est au contraire question d'un rapprochement des hommes à la fois. Intéressant. Tandis que dans l'un et l'autre bloc, dans le pacifisme comme dans le philanthropisme, les prémices sont les mêmes. L'amour de la paix, l'amour de l'homme. On va commencer donc par l'examen, commencer dans l'ordre logique, on va commencer donc par l'examen des relations internes à chacun des deux blocs. Et par le parallèle existant entre les deux. La séance, 13 prochaine séance, voire la troisième, je ne sais pas, on examinera le sens qu'il y a à la juxtaposition du pacifisme et du philanthropisme. Alors, revenons-en au bloc relatif au pacifisme, au shalom. Première question qui se pose. Quelle relation y a-t-il entre l'amour de la paix et la poursuite de la paix? Vous me direz, vous seriez tenté de répondre, enfin bon, pas compliqué. Ce qu'on aime, on va chercher. Non, tu répondrais par exemple. Oui, non? Je pense à autre chose. À quoi? L'un, c'est l'application du sujet passive, alors que l'autre est active. Aimer le message. C'est marrant parce que, comme nous verrons, je pense que c'est un contresens, mais c'est pas grave, tu vois, c'est un contresens que fait Rabbeinu Yonah. Mais là, c'est un peu. On verra. Bravo, C'est pas ça. On peut le faire, je vais vous le lire très vite, puisque ce sera fait là-dessus. Rabbeinu Yonah dit Rotzelomar, il veut dire par là, donc par là, le redoublement, Ohev et Rodef, chez Yehav Belibo Ha'emet, il faut qu'il aime en son cœur la vérité, Vachalom et la paix, sur Emet et Shalom. Voilà, ça c'est à laisser ça de côté pour le moment. Disons le Shalom, la paix, il faut qu'il aime la paix. Virdov Acharab Beforal Yarav, et qu'il la poursuive activement, littéralement, activement avec les mains, qu'il poursuive activement la paix. Qui est Ben Adam? Qui connaissait son monde, car il y a des hommes, Ohavim Oto Belibam, qui aiment la paix comme ça dans leur cœur. Faire la guerre sans m'aimer. L'Oshitro Atzman, la Soum Shalom Olam, mais qui ne se crèveront pas pour faire la paix, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Ils aiment, ce sont des pacifistes de cœur. Ce ne sont pas les militants de la paix. Ce sont des expressions les bien mignonnes, mais alors ça enlève tout de suite OF Shalom, ça n'a aucun intérêt de le mettre. Si on poursuit la paix, parce que OF Shalom c'est j'aime la paix, ça fait un peu je suis contre la guerre, la mort c'est mal. Pourquoi c'est décrit? Mais c'est amusant parce que quand tu regardes sur le pacifisme dans Wikipédia, il donne ces deux attitudes. Le militant pacifiste, et simplement le sentimental, le pacifiste sentimental. Bien. Donc, laissons gardons ta réponse pour le moment. Mais nous verrons qu'elle tombe très vite. Cette réponse tombe. Dans le second cas, c'est une situation. En Rodef Shalom, c'est une situation de guerre. Hein? C'est une situation de guerre, Rodef Shalom.
Parce que Rodef, c'est un mot qui est... Tu vas, C'est pas comme une- toujours, typiquement un vocabulaire de guerre. Prenez votre temps, ça. C'est pas une honte, c'était juste une observation. Vous êtes pas d'accord avec cette observation? Oui, tu dis non, il va de soi que... Je dis non, je te montrerai qu'il ne va pas de soi que que cette suite de Ohev Shalom et Rodef Shalom ne va pas de soi. Elle va de soi. Ah, Non. d'accord, oui. Toi, tu dis ces deux attitudes, d'accord, mais en vérité, c'est plus compliqué. D'abord, c'est pas deux attitudes. C'est Aaron, c'est la même attitude d'Aaron. Il est Ohev Shalom ou Rodef Shalom. Donc, c'est pas qu'il est d'abord... ce n'est pas d'abord un sentimental du pacifisme, puis ensuite, il se change en un militant. Non! Il est à la fois les deux. Successivement les deux. La question qui se pose, donc ça c'est la question du rapport qu'il y aurait entre l'amour de la paix et la poursuite de la paix, mais la question qui se pose en vérité, c'est en quel sens la paix est-elle aimable? Davar Ahuv. En quel sens la paix est aimable, c'est-à-dire objet d'amour? On nous dit, un peu comme on a vu déjà sur Eov et Amlacha, aime l'ouvrage, aime le travail. Là, la question fait sens, c'est-à-dire que... Enfin, je veux dire... Où là? Dans le cas de la paix ou dans le cas du travail? Évidemment. Ouais. C'est plus sens dans le cas du travail. On n'aime pas volontairement le travail, alors que bon, la paix, disons que... On l'aime spontanément, c'est ça? Oui, spontanément. Enfin, on n'est pas... à part des natures belliqueuses, évidemment. Comme j'en suis pas une, donc... Donc, il va de soi qu'on aime la paix. Il n'y a pas de travail. D'accord. Non. Il va de soi que la paix est aimable. Non. Oui, que la paix est naturellement aimable. Est objet d'amour. Comment ça se passe sur la mec en Jamaïque? Et tu saurais me dire pourquoi? Pascal apporte une certaine stabilité ou sérénité dans La paix sociale, c'est pas pareil. C'est tout le contraire. Mais bon. C'est le contraire. En fait, c'est La paix, c'est la guerre. c'est pas... Non. En tout cas, c'est pas la stabilité. Oh. Vous êtes filmé. J'entends. Lis la paix est aimable. J'entends parfaitement que la paix soit préférable à la guerre. Je termine. Soit préférable à la guerre pour la conservation des corps. Du sien d'abord. Je dis, bah voilà, moi j'aime la paix, parce qu'évidemment, si j'allais. Je veux pas aller à la guerre, moi. Je veux pas à la guerre. J'ai peur pour moi. C'est bon. Du sien, donc, d'abord. De ses proches. Voilà, vous êtes en Israël, non. On ne veut plus la guerre, parce que voilà, on ne veut plus voir nos enfants partir à la guerre. Proche. Et du corps de ces villes. Maréchal Pétain. Ah bah oui, on capitule parce que voilà, il faut préserver Paris. Tu vas dire, oh Paris, c'est la plus belle ville du monde. On veut pas la guerre, donc on capitule. Bah, on suit l'armistice, on collabore. C'est mieux. C'est plus digne. J'entends donc que la guerre est ruineuse et meurtrière. Ça, j'entends pas. J'entends qu'on puisse préférer la paix. Que la paix soit préférée. Mais d'une autre oreille, l'oreille droite, bien sûr. On entend aussi que la guerre soit préférable à la paix, à bien des égards. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Il aurait pu l'illustrer. Pourquoi? Quand est-ce qu'on peut que la guerre est préférable à la paix? Par exemple, quand il faut réduire à néant
toute menace extérieure imminente. Par exemple, l'Iran, dans le cas d'Israël. Alors, la question n'est pas de savoir s'il faut réduire à néant cette menace, tout le monde est d'accord qu'il le faut, la question c'est de savoir si la menace est imminente ou non. C'est tout. Là, la guerre est préférable à la paix. Quand la menace extérieure est imminente, eh ben, on entend que la guerre soit préférable à la paix. On peut vouloir aussi la guerre, préférer la guerre à la paix, pour accroître sa puissance et pour assurer son extension. C'est le cas des guerres coloniales. C'est pas pour rien qu'on a donc envahi le trois quarts de la planète. par exemple, voilà, c'était pour accroître sa puissance. On peut aussi vouloir la guerre pour la conservation de son honneur, de l'honneur d'une nation. D'accord ? Quand il serait plutôt, au contraire, lâche et déshonorant de ne pas combattre. Par exemple, c'est la guerre de 14, quand l'autre est mort, là, comment il s'appelle ? François Ferdinand. Hein ? François Mégaline. François Ferdinand. C'était François. Non, François Joseph. Le neveu de François Joseph. François Ferdinand, oui. François Ferdinand. Conduit héritier. Ouais, l'héritier. Ouais, il fallait, voilà, c'était une vérité. Pour certains, c'était un coup monté des Autrichiens pour provoquer la guerre. En vérité, quand on y réfléchit, même, il y a des paix fausses. Des paix fausses. Par exemple, lorsqu'on dit, et aujourd'hui c'est l'opinion partagée, en Europe en tout cas, la paix, il faut donc cesser la guerre, il faut en finir avec la guerre, la paix, parce que la paix, c'est la paix qui favorise l'accroissement de la puissance économique, qui favorise la prospérité économique. La paix en Europe, mais pas au Moyen-Orient. Pas du tout, c'est pareil. Au Moyen-Orient, on dit la même chose. En période de guerre, il y a des pays qui s'enrichissent. Du fait qu'il y ait une guerre, les États-Unis s'enrichissent. Oui, non mais c'est pour ça que la paix est fausse. C'est pour ça que cette paix est fausse. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, cette paix? Elle dit, mais évidemment, non! La paix, ce que vous poursuivez par la guerre, on peut l'obtenir par la paix. Hein, la Chine l'obtient par la paix. Elle a ruiné le monde. Elle a mieux fait que si elle avait fait la guerre. La paix, autrement dit, la paix et la guerre poursuivent les mêmes fins. Dans l'esprit des Européens, modernes, pas post-Shoah, mais Mémoire. non, post-40. Mémoire. Pas post la guerre, la post-dernière guerre. Dans leur esprit, la paix et la guerre poursuivent la même fin. Eh bien non. La croissance. La croissance aujourd'hui, mais c'est... En vérité, c'est un concept guerrier. Et la prospérité. En sorte que la guerre et la paix ne se distinguent que par les moyens mis en œuvre. La paix met en œuvre des moyens économiques sans l'usage de la force. Entre guillemets, la guerre, elle, met des moyens militaires avec l'usage de la force. On sait donc, par les marxistes, on sait que c'est une paix fausse, puisque l'usage de moyens économiques n'est qu'un avatar
d'un rapport de force qui est celui qui caractérise la guerre. D'où l'expression marxiste de guerre économique. Enfin, marxiste. Pas de Marx, je ne sais pas si c'est Marx, mais en tout cas des néo-marxistes aujourd'hui. Ils parlent partout, tout le temps de guerre économique. Voilà. Vous voyez la paix comme l'inverse de la guerre, mais au sens de guerre militaire, c'est-à-dire de guerre entre nations. C'est votre définition de... Vous n'avez parlé ici que de la paix. Je n'ai pas cherché pour le moment à définir la paix. Vous l'opposez constamment à une seule guerre. Hein? Vous l'opposez constamment à la guerre militaire entre nations. Non, guerre économique. Mais Selon les marxistes. Et vous parlez que de la dimension globale, collective. Politique. Voilà, exactement. Dans Rachid, par exemple. Ouais, c'est pas Rachid. C'est pas Rachid. C'est quoi On parlait après de la paix conjugale, de la paix sociale. Il y a 3 degrés. La paix intérieure aussi, c'est la... chez les bouddhistes. On en parle. Bah oui, non mais c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule paix. Enfin, il n'y a pas qu'une seule Non, paix. bien sûr. Il y a 3, disons grosso modo, qu'il y a 3 degrés, enfin même 4 si tu veux parler de la paix intérieure. Mais disons qu'il y a le shahad, c'est en vérité d'abord soit la paix avec soi-même, soit avec la paix conjugale, la paix avec sa femme. C'est ça, hein? Ça, c'est une paix, ça. Soit la paix sociale, la paix avec son prochain, soit la paix politique, donc la paix avec la cité. La paix dans la cité. D'accord? Mais j'en reviendrai sur ça. Je ne fais pas pour le moment faire. Je fais, j'aborde. Mais alors pourquoi vous opposez constamment Là, j'ai simplement parlé de pourquoi préfère-t-on la paix à la guerre? Et j'ai dit pourquoi? Parce que c'est par souci de sa propre conservation, par souci de la conservation de ses proches, par souci de la conservation de sa ville, de sa nation. D'accord? J'ai montré qu'on pouvait, à d'autres égards, on pouvait préférer la guerre. D'accord? Et je vais un peu plus loin sur la critique du pacifisme. C'est tout. Voilà, faisons un pas de plus. D'accord? C'est bien question de pacifisme, là. Il a ouais, c'est la question de pacifisme. On peut aller plus loin dans la critique du pacifisme. On dit, il y a pire encore que la paix fausse dans le désir de paix. C'est quoi? C'est simplement que par le désir de paix, ou dans le désir de paix, l'homme ne se soucie, l'homme pacifiste, ne se soucie que de soi, étrangement, sans se soucier d'autrui. En vérité, dans le pacifisme, je ne vois pas l'autre, quand bien même l'autre me menacerait. Je ne vois pas l'autre. Pire, il ne veut pas avoir à s'en soucier. Le pacifiste ne veut pas avoir à s'en soucier. C'est exactement... Ça se résume, tout se résume dans la formule vulgaire, foutez-moi la paix. C'est exactement ça. Le pacifisme, c'est d'abord, on va voir que c'est un peu plus subtil, mais c'est d'abord, foutez-moi la paix. Quand Daladier et Chamberlain, puisque c'est des exemples, et Chamberlain se sont rendus chez Hitler. Ils n'ont jamais envisagé que le risque, pour eux, c'est-à-dire pour l'Angleterre et pour la France, que le risque de se perdre soi-même dans un nouveau conflit, sans jamais voir Hitler. Ils ont même déclaré Hitler de la paix. C'est extraordinaire. Ils n'ont jamais vu
Parce que s'ils avaient vu Hitler, ben, ils auraient très vite, s'ils avaient considéré, au sens du regard, ils n'auraient pas manqué de voir la menace qui pesait sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le pacifiste, la guerre signifie, pour le pacifiste, ça c'est important, me semble-t-il, la guerre signifie exclusivement le risque de sa propre perte par sa propre faute. C'est-à-dire que Daladier et Chamberlain étaient obsédés par le risque de la guerre qu'ils allaient provoquer. Et ils ne voyaient pas Hitler. On ne voit rien d'autre dans le pacifisme. On ne voit que ça. C'est on le voit dans ce pacifisme-là, on ne voit que. On envisage que sa propre perte, pas sa propre faute. Le pacifiste, ce pacifiste-là, n'envisage pas, absolument pas, sa propre perte par la faute de l'autre. Absolument. Daladier et Chamberlain ne voulaient pas provoquer la guerre parce qu'ils n'envisageaient pas que la guerre fût autrement engagée que de leur fait à eux. Encore une fois, Hitler n'avait pas déclenché la guerre. Il s'agissait de prévenir la guerre. Quand Hitler les agresse, ils n'ont plus le choix. Mais avant, tant que la guerre n'est pas déclarée, tant que la guerre n'est qu'une menace, eh bien, le pacifiste n'envisage le risque de la guerre, n'envisage la guerre, le risque de la guerre, et donc celui de sa propre perte, que par sa propre faute. Il n'y a pas d'autre. Il n'envisage pas autrement la guerre. Et pourquoi n'envisage-t-il pas le risque de sa propre perte par la faute de l'autre? Pourquoi? Parce qu'il en aurait une mauvaise conscience. Il aurait la conscience d'un fauteur de guerre. Je ne peux pas envisager le risque de ma propre perte par la faute de l'autre. Je serais alors un fauteur de guerre. Pour ma conscience de pacifiste, c'est inadmissible. C'est pour ça que, justement, en Israël, Shalom Arshad, par exemple, combat tous ceux qui voient dans les Palestiniens la cause de leur perte, la cause possible de leur perte, de la perte de l'État. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fauteur de guerre dans la conscience pacifiste? C'est bien sûr d'abord celui qui prend le risque. Le fauteur de guerre, c'est d'abord celui qui prend le risque de se perdre pour perdre l'autre. Ça va de soi. Mais c'est aussi, et plus encore, celui qui impute à l'autre la faute de sa possible propre perte. Le fauteur de guerre, c'est déjà pour le pacifiste celui qui impute à l'autre la faute de sa possible propre perte. Vraiment, les Juifs, quand ils imputent aux Palestiniens la faute de leur possible disparition. Palestiniens ou Iraniens, peu importe. L'histoire a raison, c'est pas le problème.
différence du va-t-en-guerre, donc du belliciste irresponsable et puéril, d'accord, qui lui rejette sur l'autre toute la responsabilité de la guerre, ben moi c'est lui. Je suis de voir, je sais pas, les débuts de la guerre de 14, c'est lui qui nous a attaqués, les autres disent c'est lui. Et puis, combien de millions de morts pour ça, pour des généraux puérils qui... Le pacifiste, lui, au contraire, il assume la faute. Le problème, c'est qu'il assume toute la faute. Le pacifiste, à la différence du belliciste, qui lui la rejette sur l'autre, lui, il assume toute la faute. Ni l'un ni l'autre, ni le pacifiste, ni le belliciste, n'envisage jamais la guerre comme une faute partagée. Ça, ce qu'il y a de pire, je pense, c'est le point le plus noir qu'il y a dans le pacifisme. Je veux dire, pacifisme, sa forme vulgaire. Charles Marchal. Alors, si on revient maintenant à la question initiale, ça c'est une parenthèse. Pourquoi parler d'amour de la paix? Pourquoi parler d'amour de la paix? Ouais, Shalom. Moi, je veux bien que la paix soit utile. Je veux bien que la paix soit nécessaire même. Nécessaire pour la prospérité économique, nécessaire pour la, je sais pas moi, pour la croissance naturelle de l'humanité. Quoique ce soit pas, ce serait encore à vérifier. Mais pourquoi dire qu'elle est aimable? Pourquoi parler de l'amour de la paix? Pourquoi dire qu'elle est aimable? On dit, Aaron se représentait le shalom comme objet d'amour. Deuxième point, sur Rodef, justement. Tu arrives. Devinez. Sur Rodef Shalom, l'expression elle est reprise de Tehillim, des psaumes, pour les maniaques, psaume 34, 14. Bakesh Shalom Verot Feu. Recherche la paix, poursuis-la. Voilà ça, psaume connu. Là, on reprend la chose. C'est David. C'est David. C'est grand pacifique devant l'Éternel. Pourquoi il aime? Alors, ce qui m'intéresse, même si c'est donc c'est inspiré, on pourrait poser la question, pourquoi David? Il est descendant de David. Pourquoi donc il aime? Parle-t-il, dit-il du shalom en termes de rédifa, de poursuite. Alors, il faut avoir l'oreille hébraïque là pour le coup. En français, c'est pas très, ce n'est pas assez net. Mais en hébreu, rodef, radaf, est nettement péjoratif. D'accord? Les exemples de rodef, même si c'est pas le terme biblique, mais les exemples l'exemple du rodef, c'est Goël Adam, le vengeur du sang. Il y a aussi dans... même si le terme de rodef est rabbinique, mais... Hein? Il y a dans la Shira aussi. Amar, Oyev, Erdof. Non, il y en a plein de rodef. Tous les versets sur quand on a peur... les poursuivants. Rodef, c'est les persécuteurs. Dans les malédictions, dans les clins chez Moshe, le rodef, c'est le persécuteur. C'est ceux qui nous persécutent. Rodef. On peut pas dire que je sois très... Ouais. C'est le terme pourtant, c'est le verbe que Hillel reprend à son compte, à la suite de David. Pourquoi n'avoir pas dit plus tôt, plus simplement, très simplement, comme tout le monde, comme ici, tends à la paix, tends-y, cherche à l'atteindre. Hein? On va lui dire ça. Cherche à l'atteindre. Pourquoi rodef? Pourquoi le terme de rodef, de radaf? Pourquoi le terme de traque? Vraiment, radaf, c'est persécuter, traquer.
On aime la paix. Trac-la. Au contraire. Vous voyez, quand on a... on dit par exemple de Paul que c'est un... on ne dit pas, on dit en latin, enfin en grec et en latin, mais en vérité c'est le terme rodef. Qui dit, donc, en latin c'est persécuteur, mais au sens de rodef. Paul était un rodef enfin, c'est pas des chrétiens, enfin, de ces juifs qui viraient au messianisme christique. Donc, lui, il était en rodef, il les poursuivait pour les traduire en justice devant Beddin. Ah, on dit qu'il était en rodef. Ça n'a jamais été. Toujours, ça n'a jamais eu, le rodef n'a jamais eu de connotation, de bonne connotation. Toujours très, très chargé. C'est pourtant le terme que David et Hillel à sa suite reprend. D'accord? C'est d'autant plus vrai que l'expression d'amour de la paix, Ohev Shalom, semble induire qu'il faille tendre à la paix, chercher à l'atteindre. D'accord? Puisque l'objet d'amour, appelons-le comme Baudelaire l'idéal, l'objet d'amour attire à lui. Il exerce un attrait sur l'âme et le cœur de l'âme qui le transporte. L'amour exerce un attrait, l'objet d'amour exerce un attrait sur le cœur et l'âme d'un homme qui le transporte. Ce transport amoureux. Voilà, c'est ça là. L'amour de la paix, c'est pas ça du tout, c'est pas dans ces termes-là que Hillel présente la chose. Hillel, lui, préfère dire traque la paix, pourchasse-la. Comme, nous verrons, par ailleurs, comme on poursuit les honneurs et la gloire. C'est aussi l'expression très connue, dans le Pirkei Avot, pour le coup, il faut être Rodef Achar HaKavod. Il ne faut pas être Rodef Achar HaKavod. Il y a l'expression, il a la formule, voilà, c'est vraiment l'idée, voilà. Prendre son cheval, courir après les honneurs. On le connaît, on ne voit pas le cheval. Je fais ça à pied, en ma bouche. Mais ça, il court. Et encore une fois, donc il y a entre Ohev Shalom et Rodef Shalom, aime la paix, et Rodef Shalom, il y a quand même quelque chose de contradictoire. Dans le choix des termes, il y a comme quelque chose, il y a une incohérence, c'est contradictoire. Ohev et Rodef ne sont pas des termes qu'on puisse associer. On devrait même dire aime la paix et ne la pourchasse pas, comme on aime. Il faut les aimer. Il ne faut pas les pourchasser, il ne faut pas les persécuter. On devrait dire ça, le terme de Rodef, il dit. Alors, qu'est-ce que ça signifie Rodef? Radaf. Très exactement, qu'est-ce que ça signifie le verbe radaf? Le verbe radaf signifie très exactement poursuivre ce qui échappe. Poursuivre ce qui échappe. Ce qui nous échappe ou ce qui tente de nous échapper. Par exemple, dans le cas du Gohen Adam, évidemment le Shogeg, là, le pauvre qui a envoyé son marteau sur la tête de... Il l'a tué, donc il y a le frère qui veut lui faire la peau. Eh bien,
il échappe, il veut t'échapper à tout prix, parce qu'il est pour ça qu'il y a des villes à Rémicla. Il veut t'échapper à tout prix à la vindicte du Rodef. Voilà. C'est une obligation de voir la dame? Non, c'est un droit. Ouais. Certains qui disent. C'est un droit, mais C'est pas un droit, il n'est pas réhabilitable. S'il tue le. Oui, voilà, donc c'est un droit, mais pas un besoin. Un droit. C'est un droit. Je sais pas si on peut appeler ça un droit. Radaf, donc, Radaf, c'est poursuivre ce qui nous échappe, ce qui échappe. On a dit qu'il y avait l'expression, notamment dans Pirkei Avot, de Rodef Achar Kavod. Poursuivre les honneurs, courir après la gloire. Alors pourquoi dit-on, pourquoi emploie-t-on le terme de Rodef? Pour une raison simple. Pourquoi dit-on Rodef? Vous devinez ou pas? Parce que la paix échappe toujours. Rodef Achar Kavod. Pourquoi dit-on Rodef? Pour la gloire et les honneurs. C'est ça. Parce que la gloire et les honneurs nous échappent. Ah oui. Vous avez dit que le caractère la gloire n'est véritable qu'après la mort de celui qui... Oui, la gloire aussi. Donc voilà. Non mais ça c'est pas... Ça peut pas aller d'essence à ces... En Occident. Oui, bien sûr. Non mais là c'est... on dit la célébrité, peu importe. Kavod, ça dit tout ça, Kavod. C'est célébrité, les honneurs de son vivant. C'est pas la gloire posthume, c'est un peu plus compliqué. Sochem. Donc, précisément, pourquoi dit-on Rodef? Parce que les honneurs et la gloire, ça échappe, par exemple. Les honneurs et la gloire échappent aux acides très souvent, sinon toujours, sauf échappent aux assiduités dont on les poursuit. Je fais exprès l'expression. Échappe aux assiduités dont on les poursuit, parce que ne doutez pas que les auteurs et autres ne poursuivent pas les honneurs de leurs assiduités. Il ne faut pas en douter. Et même quand ils sont attrapés, même quand l'honneur et la gloire sont attrapés, eh bien, ils ne tardent pas à s'échapper. Ils menacent de s'échapper. Ils menacent toujours de s'échapper. C'est d'où le terme de Rodef. S'agissant des honneurs du Kavod. C'est de là vient que les hommes de lettres, les artistes, les vedettes, de toutes sortes, se montrent tellement assidus, donc, dans l'honneur et de la gloire, et quand l'honneur et la gloire sont enfin attrapés, tellement assidus à vouloir qu'ils ne leur échappent pas, ne leur échappent plus. Évidemment, vous pensez à qui? À Bernard. Hein? Évidemment. Bernard. Pourquoi? C'est pas les salauds et les dictateurs qui poursuivent, ça m'indique, les Rodef. C'est la gloire qui poursuit ses assiduités, c'est tout. Très bien. Lui, c'est l'inverse. Rodef Kavod, VOF Kavod. Alors, Rodef Shalom maintenant. Donc tu l'as dit. Pourquoi dire? Qu'est-ce qu'il veut dire Hillel quand il dit Rodef Shalom? Il veut dire une chose très simple. C'est que la paix, ça échappe. Donc à Israël, je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais la paix, ça échappe. Ça c'est bien. Il veut dire que la paix, elle est fuyante. Parce que le terme, le verbe qui s'accouple avec Rodef, c'est nas, nous,
fuir. Donc dans les clavotes, le juif fuit et il craint toujours, il est toujours dans la peur du rodef, du persécuteur. D'accord? Le shalom est fuyant. Le shalom, la paix est fuyante, la paix est fugace. La paix échappe. C'est autrement dit que la paix n'est pas, comme l'a voulu Kant, n'est pas perpétuelle. Ni, comme tu l'as dit, stable. La paix n'est pas perpétuelle. Et la paix n'est pas stable. Elle apporte. Non, la paix. Elle dure pas. Je pas dit qu'elle durerait. Elle dit qu'elle apporte pas. Non, elle est connotée. La paix. Par une situation stable. Mais la paix, c'est la stabilité. On n'a pas la paix tant qu'on n'a pas la stabilité. C'est pas une paix véritable encore. C'est ce qu'on appelle paix provisoire. Ce n'est pas. Dans l'esprit d'un occidental, il n'est de vraie paix que perpétuelle. Il n'est de paix réalisée que perpétuelle. En revanche, dans l'esprit d'Hillel, il n'est de paix que fugace. La paix, ça ne s'établit pas. Aucune paix. Aucune paix. Ni conjugale, alors c'est quelque chose, ni sociale, ni politique, ne s'établit jamais. Aucune paix ne s'établit jamais. Toute paix est toujours instable. Elle est par essence instable. C'est ce que dit. C'est le premier Chidouch d'Hillel. Rodef Shalom. Quel est le point de s'en référer à Aaron dans ce enseignement d'Hillel? Quel est le point de... On verra ça. Pourquoi Even Talmud Shalom? On verra. C'est pas mon propos. À moins que tu aies une réponse qui nous éclaire sur le propos. Une question. Une? Je n'ai qu'une question pour l'instant. Celle-là. Elle est hors de propos. Pour le moment. Il y a bien sûr une autre analogie possible. C'est avec ta femme. Bon. C'est classique, surtout en Occident. Lorsqu'on sait prendre une femme, je renvoie à la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle, lorsqu'on sait prendre une femme et que l'on craint qu'elle ne nous échappe, qu'est-ce qu'on fait? On sait prendre une femme, mais on craint que cette femme nous échappe. Qu'est-ce qu'on fait? On la poursuit de ses assiduités. C'est pour ça que je vais évidemment employer la même expression. On est rodef acharya. Voilà. On la poursuit de ses assiduités. On est rodef acharya. C'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir. Hein? Ah, je vois que c'est un vieux briscard. Donc, si l'on n'est pas épris d'elle, en revanche, si l'on n'est pas épris d'elle, si on n'est pas ohev, si l'on n'est pas épris d'elle, peu nous importe qu'elle nous échappe. On ne la poursuivra pas de ses assiduités. On est d'accord? Eh bien, la paix, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Il faut s'éprendre d'elle. Ouais. Et épris d'elle parce qu'elle peut bien nous échapper,
Il faut la poursuivre, mais c'est la subtilité. C'est ça que dit Ohel Shalom Borlev Shalom. Ohel Shalom Borlev Shalom. Si je ne méprends pas de la paix, comme je ne peux pas méprendre d'une femme, ben, je ne vais pas la poursuivre de mes assiduités, au contraire. Si je méprends d'elle, et qu'en méprenant d'elle, elle devient objet d'amour, alors elle menace de m'échapper. Elle menace de m'échapper. Alors je la poursuis mes assiduités. Comprenez bien. Il faut qu'elle soit devenue objet d'amour pour menacer de m'échapper. Si je ne suis pas épris d'elle, il n'y a pas à pouvoir en parler de menace, il n'y a pas de menace qu'elle m'échappe. En vérité, donc, quand on parle de projet de paix perpétuel, ben, on parle d'une paix qu'on n'aime pas, une paix dont on ne s'éprend pas, dont on n'est pas épris. Mais une paix dont on est épris, et nous apprenons, dit Hillel, qu'on peut s'éprendre de la paix. La paix dont on s'éprend, c'est une paix. Dès lors qu'on s'éprend d'elle, on découvre combien elle est fugace, combien elle est fuyante. Donc il faut l'aimer, la paix, pour découvrir combien elle est fugace. Hein? C'est pour la valoriser qu'il veut s'en déprendre. Non! Non? Non, c'est sa réalité. Sa réalité, c'est d'être fugace. C'est d'être fuyant. C'est rêver. En vérité, rêver d'une paix stable, d'une paix perpétuelle, c'est ne pas aimer la paix. D'accord, mais c'est la raison humaine, je ne comprends pas. C'est pas logique, je comprends pas. Je comprends pas en quoi. Mais parce qu'il y a, du coup, il y a, comme dirait Rambam, il y a homonymie entre paix et paix. Entre la paix perpétuelle et la paix l'élite, telle que Hillel la conçoit. Il n'y a qu'homonymie, il n'y a que le mot, il n'y a que communauté de noms, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est parce qu'on se représente la paix comme objet d'amour que l'on a conscience, que l'on prend conscience du risque qu'elle nous échappe. Si je me représente la paix comme simplement désirable, et là j'oppose donc vouloir la paix, donc le pacifisme de volonté, à aimer la paix, l'amour de la paix que j'oppose. Le pacifisme d'amour au pacifisme de volonté, de désir. Si je représente la paix comme simplement désirable, c'est-à-dire comme un idéal auquel il faut tendre de toutes ses forces, par exemple, je pense au pacifisme d'un Romain Roland, d'un Stefan Zweig, dont on a vu déjà qu'il était un pacifiste idéaliste. C'est-à-dire donc, si je me représente la paix comme un point fixe, comme un astre dans le ciel des idées, comme un objet suprême de la volonté, je ne peux pas la voir, je ne la vois pas comme quelque chose d'instable ni de fugace. Au contraire, c'est un point fixe. C'est un astre. Rappelez-vous la philosophie d'Aristote, puisque c'est quand même... Les astres, c'est quand même
C'est le point fixe, les astres. La nature, c'est mouvant, mais ce qu'il y a de fixe, c'est les astres, c'est le ciel. Le ciel est fixe. Le ciel nous apprend la fixité. Donc, si l'idée, c'est un peu comme un astre dans le ciel des idées, eh ben, on ne la voit pas comme quelque chose d'instable ni de fugace, au contraire. Et par suite, je ne la, au sens strict, poursuis pas de mes assiduités. J'y tends. J'y tends. Autant qu'un homme peut tendre à quelque chose. Mais en tout cas, je ne la poursuis pas des assiduités. Au sens de Hillel. Autrement dit, le pacifisme de volonté, d'idéal, idéaliste, ne saurait entreprendre, lui, la poursuite de la paix. C'est pourquoi les pacifistes de Charles Marchal, par exemple, on a déjà parlé d'eux, les pacifistes de Charles Marchal, d'accord? Les pacifistes de Charles Marchal, on ne peut pas entreprendre la paix avec les pacifistes de Charles Marchal. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas rechercher la paix avec les Palestiniens, mais pas de la manière de Charles Marchal. Parce que le pacifisme de Charles Marchal, il n'y a pas d'entreprise possible. On ne peut pas il n'y a pas de poursuite. On dit qu'il faut poursuivre, enfin on dit poursuivre, je sais pas, une négociation. Ça, une négociation, on peut mettre 1000 ans à les poursuivre. Mais poursuivre la paix, ça non, on ne peut pas. Encore une fois, parce qu'il ne se représente pas la paix comme il faut. Non mais attendez, on a une paix militaire qui est durable. Une paix quoi? Militaire, c'est quoi politique si vous voulez, qui est durable. Une paix? Une paix en Europe. Enfin, moi que vous m'appreniez certaines choses. Mais pas la paix de Hillel, ça n'a rien à voir. Non, mais pas. Non. Moi je pense que c'est une guerre qui dort. Mais... Donc à votre avis, ça veut dire qu'une guerre arrive, enfin c'est du pays d'histoire. Pour vous, bien sûr. Mais parce qu'il n'y a pas, si tu veux, ce qu'on appelle la paix, c'est simplement un essoufflement dans la guerre, c'est tout. Alors il faut dire qu'après 6 millions de juifs, 30 millions de Russes, oui, je ne sais plus combien de millions, voilà, il faut souffler, il faut souffler, ça va prendre un peu de temps, mais bon, rassure-toi, on va recommencer. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment? Non, tu crois pas. Non, au mieux, il y a des idéalistes de la paix européenne. Au mieux, encore une fois, c'est des idéalistes. On a aussi nos idéalistes. Mais il n'y a aucun... Personne ne poursuit la paix en Europe. Personne. Encore une fois, parce qu'il faut... C'est représenter la paix comme il faut. Non, mais ça se poursuit. Oui, parce que tout le monde se représente la paix comme une chose durable, d'accord. Comme perpétuelle. Et donc, tant que ça dure, on croit qu'elle est perpétuelle. Ah, évidemment, ça ne dure pas, mais bon, ça c'est après coup. Après, regarde, c'était pas la paix. Ah, c'était qu'une pause. Encore une fois, la paix n'est pas... C'est ça le coup de Hillel. La paix n'est pas un idéal. Ce n'est pas un objet supérieur de la volonté. C'est un objet d'amour dont on ne sait
pas d'ailleurs, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il nous paiera jamais de retour. C'est ça que dit le Rodef. Si l'on est Rodef, un objet d'amour, c'est parce qu'on ne sait pas s'il nous paiera de retour. Et c'est cela. Il faut se représenter la paix comme ça. Alors, à la différence de Melacha, de la Melacha par exemple. Eov et Amlacha. On ne dit pas Eov et Amlacha, Rodef et Amlacha. On ne le dit pas. Parce qu'une fois le travail de la Melacha aimé, d'accord, ben ça ne saurait plus nous échapper. Ça y est, c'est gagné. On travaille, on subvient à ses besoins. Et c'est gagné. En revanche, pas la paix. Alors on verra concrètement, on verra les exemples que donne Avodah Minatan. Les exemples, les illustrations qu'il donne, c'est intéressant. Justement pour mettre à l'épreuve ce qu'on dit là. Alors, j'ai parlé pour finir, j'ai parlé donc j'ai opposé l'amour de la paix à la volonté, au pacifisme d'amour, le pacifisme d'amour au pacifisme de volonté. Rappelez-vous simplement, pour une dernière touche, rappelez-vous le mot d'ordre de christique, pour le coup, des années 60 et 70, hippies des années 60 et 70, peace and love. Peace and love. Non mais c'est intéressant le peace and love. Parce qu'il y a les deux, l'amour et la paix. Mais il y a la conjonction. Newton aime la paix. Mais peace and love. Hein? Non, justement. Non, ah, d'accord, c'est les qu'est-ce qu'il dit? Non plus. Ils ne sont pas les familles d'Aaron. Non, il dit peace and love. Il ne parle pas d'amour de la paix. Le paix d'amour. On est en pleine guerre du Vietnam. Peace and love. Et ça voulait dire quoi? Vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire simplement, je le dis vulgairement, hein, vous me pardonnerez pas. Eux peut-être pas, mais vous oui. Ça veut dire, foutez-vous la paix les uns les autres et faites l'amour ensemble. C'est ça que ça veut dire. Non mais c'est important, le faites l'amour ensemble. Foutez-vous la paix les uns les autres et faites l'amour ensemble. Autrement dit, là, dans le hippisme, la paix se donne comme condition de possibilité de faire l'amour ensemble. Mais quand je dis faire l'amour ensemble, c'est vraiment entendre au sens tous ensemble, tous. Le grand mot d'or. Hein. Ouais. Là, c'est évidemment allusion à la communion. Au point même que l'interdit d'adultère, par exemple, marque un retour, c'est-à-dire dans l'esprit du pacifisme hippie, une régression, un retour à l'état de guerre. L'interdit d'adultère, c'est un retour à l'état de guerre. Ce qui empêche les pensées, il empêche l'amour ensemble, d'une manière, en tout cas dans l'idée. Dans l'idéal christique de Peace and Love, la paix se pense comme l'ensemble des conditions de possibilité de l'amour ensemble. C'est ça, le Peace and Love. Alors, il y a bien dans Peace and Love l'idée de l'amour conjoint à celle de la paix, mais cette conjonction, ce n'est pas assez pour fonder l'amour de la paix, l'amour incertain de la paix, l'amour de la paix, donc de Hillel. Mais je voulais quand même, pour éviter toute confusion avec le hippisme, justement, je voulais quand même Et les souligner un point. les Chabad. Pour
finir, en 2 mots, ce qui est important, c'est que la réalité pacifique, pour Hillel en tout cas, la réalité pacifique n'est pas celle d'un idéal réalisé. S'il y a une réalité pacifique, une réalité de la paix, ce n'est pas celle d'un idéal réalisé. Ça veut dire que la paix est quelque chose qui n'est jamais conquise, qui n'est jamais établi, qui n'est jamais possible. Ouais, qui n'est pas établi. Toujours en menace de fuite, fugace. D'où l'assiduité. C'est pour ça que je parle d'assiduité. Et on va voir des exemples avec Aaron. Des exemples, comme on dit, tirés de la vie quotidienne. Et donc, par conséquent, le pacifisme hillélite, donc de Hillel, n'est pas la poursuite d'un idéal. Au contraire, la réalité pacifique, selon Hillel, c'est celle d'un possible fugace dont on n'est jamais sûr. Ça, c'est vrai. Pour les Peace and Love, la paix commande l'amour. L'amour ensemble. Et pour Hillel, lui, la paix commande ce que nous appellerons, et ce que nous développerons plus tard, l'assiduité. Donc, prochaine séance, on voit les Mefarshim, le avant-dernier Nathan, sur Aaron, les Mefarshim, notamment Maïmonide et Rachid, et on attaquera, j'espère, si vous l'avez entendu, la question du philanthropie.